Les banques centrales ont une solution, et une seule. C'est imprimer à nouveau et donner de la liquidité pour sauver leur marché financier. Beaucoup de fois qu'on dit que c'est probablement la dernière fois et ça continue. On pointe du doigt les banques centrales qui impriment, mais les protocoles crypto impriment. Et donc aujourd'hui, sur DYDX, on n'imprime pas. Si on fait les mêmes choses sur ce que les banques font un peu plus rapide, c'est pas assez. Il y a quelques jours, on a fait 500 millions de dollars de trading volume juste en 24 heures. Donc c'est des enjeux qui sont absolument gigantesques en termes de sécurité. Salut à tous, cette semaine en Crypto Coulisses, j'interviewe Charles Dossi, le CEO de la DYDX Foundation. DYDX, c'est un protocole incontournable dans la finance décentralisée pour trader les contrats futurs. Et on a parlé avec Charles de la polémique récente avec le concurrent Hyperliquid, de décentralisation et de l'avenir de la finance décentralisée. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon contenu et c'est parti pour l'interview avec Charles. DYDX, c'est un leader de la DeFi depuis 2018. La DeFi, depuis 2018, elle a évolué de façon fantastique. À l'époque, quand DYDX s'est lancé en 2018, ça a commencé sur Ethereum Layer 1. Ouais. Parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait pas les Layer 2. Et il y avait une espèce d'obsession chez les ingénieurs de chez DYDX de se dire on est vraiment à reverse engineering par rapport à l'expérience de l'utilisateur et on va toujours en permanence scanner le marché technologique des innovations qui viennent sur le marché pour voir comment on peut continuer à progresser. À l'époque, le Layer 1 d'Ethereum sur lequel DYDX a commencé, puis après sur Starkware en Layer 2, c'était en fait un signal qu'il y avait une nouvelle technologie autour de la stack Ethereum Layer 1 qui rentrait sur le marché et qui allait permettre en fait de pouvoir exprimer ton identité plus clairement. Et ça, choisir une identité en DeFi, c'est super important. Bien sûr. C'est un petit peu vague, mais en fait, si tu comprends pas qui tu es exactement et comment tu vas construire ton produit sur le fil des années, tu vas toujours faire un petit peu des erreurs ou tu vas essayer de t'asseoir entre deux chaises. Et DYDX a eu assez tôt un espèce d'eureka moment, donc en commençant en centralized DeFi. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as dit tout à l'heure, DYDX a commencé centralisé. Ouais. C'est pas exactement ça, mais voilà. C'était centralisé parce qu'en fait, la technologie ne te permettait pas d'avoir un order book, bien sûr. Donc un carnet d'ordre sur l'architecture de DYDX sur un layer 1. Ça aurait été trop coûteux et trop lent en fait. Ça aurait été beaucoup trop lent et l'expérience utilisateur aurait eu aucun sens. Après, on a eu les layer 2, donc DYDX a migré, était un des premiers utilisateurs des Layer 2, de la technologie Layer 2. On était un des plus gros utilisateurs de Layer 2 à l'époque. Vraiment très très early mover sur cette innovation technologie. Ouais. Et même si la technologie continue à évoluer et à donner des options d'architecture pour le protocole, il n'y avait toujours pas assez de bande passante, de rapidité, de vélocité des chaînes pour en fait migrer l'order book on-chain. Okay. Donc, si tu veux mettre les choses comme ça, c'est pas complètement faux. C'était de la centralized, c'était de la DeFi centralisée à l'époque de Starkware sur DYDX, dans la mesure où en fait, et c'est une information qui est publique, l'order book de DYDX à l'époque, sur ce qu'on appelle la version 3, qui était la version Starkware, était off-chain. Off-chain, ça veut dire qu'il était sur un serveur AWS. La raison, elle était simplement technique. C'est qu'il n'y avait pas la capacité technique sur un Layer 2 d'avoir assez de vélocité sur l'order book pour offrir une expérience utilisateur digne de ce nom. Ouais, donc une vision en fait décentralisée, mais une application qui s'adapte aux standards techniques du moment, quoi. Absolument. Et faire le maximum de décentralisation avec ce qui t'est donné d'un point de vue technologique. Exactement, ouais. C'est exactement je dirais la ligne conductrice du projet DYDX. À un moment, il y a eu un petit peu de frustration autour de la stack Starkware. C'est pas à cause de Starkware. C'est, je dirais, tous les Layer 2 en général sont ce qu'on appelle des General Purpose Blockchain. C'est des blockchains qui sont designés pour hoster tout type d'applications. Des gens qui vont faire du NFT, des gens qui vont faire du data access, des gens qui vont faire de la DeFi. Donc tu te retrouves en fait à construire ton application sur un couteau suisse. Un couteau suisse qui peut te dépanner sur beaucoup de choses, mais quand tu as atteint la taille de DYDX et la traction sur le marché, à un moment, tu cherches à trouver des stacks et du fine-tuning pour vraiment optimiser ton application. Et quand tu travailles sur un General Purpose Blockchain, ça a plein d'avantages, mais ça ne te permet pas forcément d'optimiser tout. Ouais. Et nous, on était toujours en permanence à dire, on ne va pas essayer d'optimiser une chaîne, on va essayer d'optimiser une expérience utilisateur. Donc, il y a eu un moment, un exercice aussi, encore une fois, de la part des ingénieurs, de refaire un petit peu un mapping et de voir un petit peu à 360 degrés où en est la technologie et est-ce qu'on peut faire avancer la ligne directrice de DYDX qui est « nous sommes un acteur DeFi », mais on fait la DeFi avec le mieux possible avec ce qui est disponible sur le marché en termes de technologie. Et c'est là qu'est venue la stack Cosmos, le Cosmos SDK. Cosmos SDK, c'est un projet qui est extrêmement présent
dans l'environnement crypto depuis longtemps, qui a eu un succès qui est certain, et aussi qui est une technologie qui a été vraiment battle-tested. Tu vois, ça a vraiment été utilisé par plein de monde, ça a vécu plein de up and down, c'est capable de prendre des grosses montées en puissance en termes de charge. Et ça permettait à DYDX également de régler et d'avancer sur cette identité. Nous sommes un acteur DeFi. Dès qu'on peut faire de la DeFi mieux, dès qu'on peut accélérer sur la décentralisation et que c'est possible d'un point de vue technique, on le fera. Et ça, c'est super important. Si tu ne sais pas qui tu es réellement, si tu dis je suis un acteur crypto ou je suis un acteur de trading protocole, mais que tu n'as pas choisi clairement est-ce que je vais faire du trading protocole mais de façon assez simple ou la plus pratique possible, en faisant un petit peu couper des corners et dire ok, j'aurai mon order book off-chain, mais je ferai le mieux possible et puis je vais mettre un gros label DeFi dessus. T'es en fait entre deux mondes. Ouais, bien sûr. Et le marché, en fait, à terme, veut de la clarté. Est-ce que tu es un acteur centralisé, Coinbase, Binance, ou est-ce que tu es un acteur décentralisé? Et d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que le marché à court terme peut justement ne pas encourager ce type de démarche, mais à long terme, ce type de démarche sera forcément salué par le marché? Dans le sens où peut-être à court terme, les utilisateurs ne prêtent pas forcément attention à ça, mais que tu sais que sur le long terme, c'est la solution qui triomphera en fait. C'est la solution qui va triompher parce qu'en fait, sinon, si tu ne choisis pas qui tu es, tu ne peux pas gagner. Donc si tu te dis je fais de la DeFi, mais je le fais de la façon centralisée, en fait, ta compétition, c'est Coinbase et Binance. Bon courage pour récupérer les centaines de millions d'utilisateurs qu'ils ont et avec une architecture technique qui n'a rien à voir avec la tienne. Donc il faut vraiment te dire clairement pourquoi on est là dans la DeFi, qu'est-ce qu'on fait en crypto. C'est une conversation qui doit revenir régulièrement et de se dire ok, on est en train de construire la nouvelle génération de finance et la nouvelle génération de finance. C'est pas avec des databases centralisées et des choses qui sont un petit peu les anciennes architectures. Bien sûr, donc la technologie a évolué en plus, donc maintenant voilà. Absolument. Tu choisis ta mission et dès que tu peux progresser dans cette mission-là grâce à la technologie, tu y vas à fond. Donc en fait, avec la migration sur la DYDX chain qui est construite sur le Cosmos SDK, ça a permis à DYDX d'avancer sur ce sujet de décentralisation de façon absolument massive. Les grosses victoires technologiques et d'architecture en passant sur la stack Cosmos SDK et en construisant la blockchain DYDX, numéro 1, ça permettait en fait de ne plus utiliser un serveur AWS pour l'order book, mais en fait de venir poser l'order book de DYDX au-dessus de la chain. Donc techniquement, l'order book DYDX aujourd'hui n'est pas on-chain, donc il n'a pas une latency de 1 seconde de block time. 1 seconde de block time en high frequency trading, c'est juste gigantesque. Mais en fait, il est posé dans la mémoire vive des 60 différents validateurs de la chaîne. Donc ça nous permettait en fait de progresser sur la vision et la roadmap de décentralisation en construisant notre propre chain et en fait en étant capable de fine-tuner absolument tous les aspects de la chaîne pour vraiment un seul use case. Donc on n'est plus sur une multipurpose blockchain qui accommode plein de use cases, mais sur une chaîne qui est dédiée à DYDX et qui est une Formula One du trading en général. La deuxième chose, ça a été également en passant sur la stack Cosmos, ça nous a permis aussi en tant que de communauté de changer complètement les token economics. Donc sur DYDX en Ethereum, DYDX c'est uniquement un token de gouvernance. Ça permettait aux gens de voter sur différentes décisions techniques. Mais ça s'arrêtait là en fait. Et comme la majorité des tokens aujourd'hui. Exactement. Et peut-être qu'il y a une frustration de la communauté, des utilisateurs sur justement l'utilité en fait d'un protocole, enfin des tokens de protocole DeFi où c'est juste pour l'instant simplement de la gouvernance et pas autre chose. Absolument. Donc le but c'est de se dire comment on peut améliorer la stack et comment on peut continuer aussi à décentraliser et avoir une gouvernance qui a vraiment un sens en fait, qui n'est pas uniquement un token qui va faire uniquement de la gouvernance, mais un token qui va pouvoir fournir beaucoup plus de choses à l'écosystème DYDX en général. Donc le token DYDX sur Ethereum Layer 2, c'était uniquement de la gouvernance. Le token DYDX sur la DYDX Chain, c'est de la gouvernance, mais c'est également de la security. De la sécurité sur la chaîne. Donc en fait, les utilisateurs, les holders de token DYDX peuvent choisir s'ils le désirent de staker en fait sur la chaîne DYDX et de fournir de la sécurité sur la chaîne. DYDX, historiquement, depuis le début de l'histoire de DYDX, c'est plus de 1,5 trilliard de trading volume. Il y a quelques jours, on a fait 500 millions de dollars de trading volume juste en 24 heures. Donc, c'est des enjeux qui sont absolument gigantesques en termes de sécurité. Donc, le token DYDX aujourd'hui sur DYDX Chain, il permet de fournir de la sécurité avec les stakers. Et les stakers sont rewardés non pas avec du DYDX token,
mais avec de l'USDC. La grande question, c'est mais d'où vient ce token, ces USDC? Des frais, non? Exactement. Donc, c'est les frais. Les utilisateurs, quand ils utilisent la plateforme, ils vont payer les frais de la plateforme en USDC. Donc, ce qui est super intéressant et un petit peu mind-blowing, comme on dit en anglais, c'est que quand tu stakes ton token DYDX, tu ne reçois pas de DYDX. Tu reçois de l'USDC. Donc, c'est une expérience de staking également qui est complètement différente. Ouais. Et bien sûr, c'est également un token de gouvernance. Donc, la token economics a complètement changé. On est passé de governance only à security providing et également à gouvernance. Ouais. Et les rewards sont en USDC. Ce qui est unique aujourd'hui dans l'écosystème de la crypto en général. Ouais, en général, la sécurité sur les blockchains est financée avec de l'inflation. Donc, quand tu stakes du Cosmos ou quand tu stakes de l'Ethereum, c'est en fait le protocole qui va créer, un petit peu comme une banque centrale qui va imprimer. On pointe du doigt les banques centrales qui impriment, mais les protocoles crypto impriment. Ouais, bien sûr. Et donc aujourd'hui, sur DYDX, on n'imprime pas plus de DYDX pour la sécurité de la chaîne. En fait, la sécurité de la chaîne est fournie par les stakers qui sont rewardés en USDC. Et ça, c'est vraiment unique à DYDX. Ouais, complètement. Et alors ça, c'est vraiment un concept qui a été repris et maintenant qui a été popularisé sous le concept de fee switch. On reviendra après là-dessus. Mais c'est vrai que je voudrais revenir justement sur cette question parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Hyperliquid maintenant qui est devenu aussi l'un de vos principaux concurrents sur la partie plateforme de trading de perpetual, de futurs perpetual décentralisés. Et la question, c'est est-ce que vous avez pensé, plutôt que de migrer sur Cosmos pour cette V4, d'aller plutôt créer votre propre blockchain comme finalement Hyperliquid l'a fait, votre propre Layer 1? Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolist10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Donc on a construit notre propre Layer 1 parce que ça permet aux ingénieurs de construire de contrôler complètement la stack. Ouais. Ça permet également de changer les tokens economics. Je veux dire, pas sur Cosmos, mais sur une autre architecture finalement, parce que est-ce que le choix de Cosmos aujourd'hui, tu le valides toujours ou vous réfléchissez à l'après comme au Starknet, Starkware, c'était finalement une étape pour ensuite aller sur autre chose? Il y a des trade-offs dans toutes les décisions que tu vas prendre. Construire aujourd'hui sur un Layer 2, tu vas rester sur une infrastructure qui est multipurpose. Donc un Layer 2, il y a moins de fees, mais c'est pas forcément adapté à tout ce que tu veux. Tu vas pas pouvoir dire constamment au team du Layer 2, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Donc tu n'es pas forcément en contrôle de ton produit. Et ce qui est important, c'est de contrôler ton produit. Et quand tu as une taille critique, comme celle de DYDX, c'est super important pour DYDX de pouvoir dire on va constamment innover, on va constamment améliorer l'expérience utilisateur sans avoir une dépendance par rapport à un Layer 2 en général. Et d'un point de vue token economics, qu'est-ce que tu peux faire sur un Layer 2 ? Tu peux prendre des risques. Il y a beaucoup de gens qui prennent énormément de risques d'un point de vue réglementaire en construisant sur un Layer 2, par exemple, et en faisant des paris un petit peu réglementaires et des expérimentations pour dire voilà, mon token arrive quand même à capturer de la valeur d'une certaine façon. Mais en construisant ta propre chain et en mettant ton token au cœur de la sécurité de ta chaîne, c'est une décision qui est, à mon sens, extrêmement élégante. Et qui te permet de te mettre dans une situation de compliance également qui est beaucoup plus saine. Ok. Parce que, alors, petite question, c'est-à-dire que si, par exemple, tu avais créé la DYDX chain comme une L2 finalement, je sais pas, sur l'OP-Stack d'Optimism, donc sur Ethereum, est-ce que d'un point de vue réglementaire, ça aurait été la même chose ou ça aurait été différent? Ça ne nous aurait pas donné autant de liberté sur les tokens economics et la façon dont le token contribue à l'écosystème DYDX. Okay. Tu aurais toujours été à travailler avec des gas fees en ETH, tu aurais toujours eu une dépendance de la roadmap des Layer 2. Aujourd'hui, on est en contrôle complet de l'apps et c'est vraiment l'illustration de la app chain. La app chain, c'est vraiment une chaîne qui est dédiée à une application. Okay. Et on va le voir de plus en plus en fait. Peut-être qu'après les Layer 2, on va avoir des app chains au-dessus des Layer 2, mais je pense qu'on va retrouver exactement les mêmes types d'architecture qu'on retrouve sur Cosmos. Ouais. Et de la même façon, où en général, on peut prendre un exemple par exemple. Si tu montes ta marque de vêtements, tu vas peut-être commencer à vendre tes vêtements sur Amazon et à un moment, tu vas avoir ton propre website. Parce que tu as atteint une taille critique, tu vas vouloir récupérer un petit peu de la marge que tu donnes à Amazon et tu vas construire ta propre infrastructure. De la même façon, tu vas peut-être commencer un restaurant avec une cloud kitchen et vendre uniquement sur Deliveroo, mais à un moment, tu te rends compte que tu as trouvé un product market fit, tu as une clientèle, tu vas commencer à ouvrir ton propre restaurant et après ouvrir différentes
différentes franchises à droite et à gauche. C'est un petit peu les mêmes principes de business, un petit peu de base, mais qui sont importants de garder je dirais à la in mind, parce que sinon tu fais en permanence, tu pivotes sur toutes les opportunités que tu vis en crypto. Et encore une fois, si tu es clair sur ce que tu veux faire et clair sur qui tu n'es pas un acteur de la centralized DeFi, tu n'es pas un acteur de la CeFi, tu es un acteur de la DeFi. Et après, ça te permet de prendre plein de décisions stratégiques avec beaucoup plus de clarté. Il faut être plus patient, mais c'est aussi un des avantages de DYDX, c'est qu'on est focus sur une chose depuis 2018, les perps. DYDX ne fait que des perps depuis 2018 et on a constamment amélioré la stack pour en fait rester sur ce use case, mais vraiment devenir le meilleur acteur là-dessus. On a de la concurrence, on en a parlé. Hyperliquid, c'est une équipe qu'on observe énormément, qu'on respecte aussi, parce qu'ils ont fait quand même un lancement extrêmement successful. La réalité, c'est que je pense qu'ils sont aujourd'hui un petit peu en lune de miel. Juste après un token event, et quand tu distribues les milliards qu'ils ont distribués, forcément, tu as une communauté et tu as des gens qui sont passionnés. Si tu regardes un petit peu sur les cycles de différentes applications, en général, ces choses-là, ça baisse un petit peu au fil du temps. Donc, il faut être un petit peu patient et rester sur ta ligne, de dire, OK, on est aujourd'hui un acteur majeur, on a un acteur qui est extrêmement respecté dans l'espace de la crypto en général, et une marque et une stack et des équipes autour de DYDX qui ont vraiment de la confiance. Et même si aujourd'hui en crypto, on construit tous sur de la technologie, on essaie de construire des trustless systems, donc des systèmes technologiques sans avoir besoin de faire confiance, la confiance ne peut pas rester dans les airs. La confiance, c'est quelque chose d'humain et ça a besoin de se ancrer quelque part. Donc ça va s'ancrer derrière la réputation des équipes, ça va s'ancrer derrière les architectures, ça va s'ancrer derrière l'historique au fil des années. Et on le retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle un petit peu les OGs. Si tu regardes à nouveau les projets comme Aave, si tu regardes à nouveau les projets comme Uniswap ou comme d'autres, en fait, le marché, quand tu veux un petit peu expérimenter et que tu veux traiter peut-être 100 € de lending, c'est pas dramatique si tu vas essayer le nouveau projet un petit peu hype sur Solana ou où tu veux. Mais si tu regardes les nouveaux acteurs ou les très gros acteurs de l'espace, le jour où tu dois faire un prêt ou tu veux faire une lending transaction à 100 000 € ou à 1 million ou à 10 millions, tu vas pas aller sur le projet qui vient d'arriver. Les nouveaux acteurs, et là, je dirais l'argent nouveau dans l'espace de la crypto qui vient et qui est pas l'argent qui tourne entre les différents projets, etc. Ils vont chercher en fait à travailler avec les projets qui sont bien établis, qui ont un gros historique, qui ont des constructions complètement ouvertes. Aujourd'hui, DYDX, c'est complètement open source. C'est pas le cas de certains de nos concurrents. Donc, on peut vraiment comprendre, s'ils le souhaitent, comment l'architecture est faite. Et puis, il y a également un niveau de décentralisation. On en a parlé dans les social media énormément sur l'histoire de Hyperliquid et Jelly. Je pense pas qu'on a besoin de repasser sur tous les détails. Non, mais d'ailleurs, je remettrai le lien dans le commentaire d'un article de Hawk Research qui revient bien sur les faits, mais on peut en parler du coup. Voilà, factuellement, pour moi, dans mon esprit, c'est de la centralized DeFi. Il s'est passé quelque chose sur le marché, ils ont eu des problèmes d'Oracle, ils ont eu tous les problèmes qui sont notés, et il y a eu une décision à un moment d'un acteur centralisé sur la chaîne Hyperliquid de dire ça ne s'est pas passé comme on veut, on rechange tout, et la chaîne étant ce qu'elle est, on peut le faire en claquant des doigts, et on pense que c'est une bonne chose. C'est pas comme ça que tu construis la confiance. Tu peux faire confiance peut-être aux équipes pour plein de choses, mais en fait sur le long terme, tu te brûles les doigts. Et encore une fois, le code source est pas open. Donc tu retrouves énormément d'éléments de la centralized finance. Si demain Binance ou un autre acteur centralisé décide d'annuler des trades, personne ne va en parler trop. Entre guillemets, c'est leur droit et on sait que c'est une architecture qui est faite comme ça. Mais quand tu te présentes et que tu te marketes en tant qu'acteur décentralisé, mais que la réalité des faits, tu prends des décisions en faveur de ta stack de façon unilatérale et parfois tu tournes la tête quand il y a d'autres choses, tu t'exposes à plein de problèmes et finalement tu abîmes un petit peu ta marque, tu abîmes ta communauté sur le long terme. Mais il y a des gens à qui ça ne parle pas. Il y a des gens qui veulent juste traiter et si derrière l'application est centralisée ou décentralisée, ce n'est pas vraiment leur problème. Complètement. Mais à la place d'Hyperliquid, je trouve que c'est un cas vraiment très intéressant. À leur place, tu aurais fait quoi dans le feu de l'action ? Dans le feu de l'action, nous, on n'aurait rien pu faire, en fait. Par design... voilà. Ouais. Par design, on ne peut rien faire. Par design, l'order book de DYDX est complètement transparent. Complètement. DYDX et les équipes adjacentes à DYDX ne traitent pas.
On n'est pas trader. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est des questions d'éthique qui sont super importantes dès le début. Donc, tu penses qu'ils auraient dû en fait mettre ça, inscrire dans le code by design pour pas avoir cette possibilité si dans ce cas, comme il est arrivé. C'est un choix de construire de façon réellement décentralisée. Mais après, il y a des gens qui vont se dire, s'ils ont pris ces décisions-là sur ce type de sujet, qu'est-ce qui nous dit que la prochaine fois, ils vont pas prendre une autre décision autrement? Bien sûr. Est-ce que c'est sain d'avoir une équipe de fondateurs qui traitent contre leurs clients sur le même protocole? On se retrouve sur les mêmes sujets qui ont été pointés du doigt il y a quelques années, où tu avais FTX qui avait son propre hedge fund qui traitait sur FTX également. On le retrouve probablement sur d'autres échanges centralisés. Est-ce que c'est sain? Est-ce que l'histoire de la finance traditionnelle nous dit qu'en fait, c'est ce type d'architecture et ce type de mise en place est saine et survit sur le long terme? La réponse, elle est simple, elle est hyper claire, c'est non. Donc si tu veux construire réellement la finance de demain, et que tu as choisi que tu es un acteur DeFi, il faut construire les choses de façon super simple. Donc si la même situation se passait chez DYDX, on pourrait strictement rien faire et on ne ferait strictement rien. Et ça serait la communauté qui déciderait. Il y a eu vraiment un accident, il y aurait un vote de gouvernance avec une vraie gouvernance qui est réellement décentralisée, avec des validateurs qui sont réellement décentralisés également, et ça serait une décision de la communauté. Mais DYDX en tant que tel pourrait strictement rien faire. Encore une fois, j'invite tout le monde à aller auditer le code. Tout le code est public et open sur DYDX. De la trading engine à la UI, tout ça, ça peut être répliqué, tout ça, ça peut être analysé en permanence par le marché en général. Donc si tu gardes un petit peu ces principes de base, sur le long terme, ça paye, c'est clair. Ouais. Mais pour revenir sur Hyperliquid, tu vois, si tu avais été dans l'équipe, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce qu'en fait, concrètement, de ce que j'en ai compris, c'est que soit, entre guillemets, ils coupaient la position en cours, soit ils prenaient le risque de disparaître et de faire faillite. Je pense pas qu'ils disparaissaient, ils auraient perdu de l'argent. Parce qu'il y avait, de mémoire, les chiffres, ils perdaient, on va dire, peut-être, je sais plus si c'est 12 ou 25 millions de dollars. Ouais, même plus, mais je veux dire, ça aurait pu monter, si ça n'avait pas coupé, potentiellement, ça aurait pu monter encore plus haut et ça aurait pu être un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils devaient racheter de plus en plus haut leur position et qu'in fine, au bout d'un moment, peut-être qu'ils auraient été, in fine. Ils auraient pris un coût financier, comme certains centralized exchanges prennent des coûts financiers. On l'a vu avec Bybit, par exemple, mais je pense qu'ils ont une trésorerie largement supérieure. Mais je pense qu'ils ont réellement abîmé leur marque. Tout le monde fait des erreurs dans l'entrepreneuriat et en crypto, c'est encore plus compliqué. Mais j'aurais laissé les choses se faire selon le plan et garder un petit peu cette éthique en disant « the code is law ». On a eu les mêmes sujets il y a 10 ans. Moi, je fais de la crypto depuis vraiment longtemps. Avec The DAO sur Ethereum, où il y avait eu tous les problèmes qu'on connaît. Et finalement, il y avait eu une décision de dire « Ok, on fork et on passe sur une autre version d'Ethereum ». Ces sujets-là viennent et reviennent. Et on voit un petit peu, on le sait, que historiquement, ça aide pas les gens, ça aide pas les projets de prendre un petit peu ces raccourcis-là. On n'a pas eu ces sujets-là chez Bitcoin, par exemple. C'est pour ça que Bitcoin est là où il est aujourd'hui. Il y a tellement de projets autour de nous qui ont eu un petit peu des gros sujets qui sont venus sur la table. Et je pense que les gens qui continuent à construire avec ces vraies éthiques et qui savent exactement pourquoi ils sont en DeFi, pour construire la finance de demain, une finance qui est trustless, une finance qui est universelle, une finance qui permet l'accès à tout le monde, qui est transparente. Si tu gardes un petit peu ces principes de base-là, tu vas pouvoir un petit peu prendre les bonnes décisions. Et si tu avais vraiment une vraie communauté derrière toi, tu aurais eu aussi probablement un meilleur feedback loop. Je pense que ce qui s'est passé chez Hyperliquid, c'est que la communauté n'est pas forcément engagée de la même façon et n'a pas forcément eu son mot à dire non plus. Mais c'est des choses qui, encore une fois, je pense, abîment sur le court terme et sur le moyen terme. Et long terme, c'est pas un atout pour le projet. Ok. Toi, tu penses que des exchanges sont derrière cette opération avec le Jelly Token? Aucune idée. Ok. Très franchement, tout ça est étudiable on-chain, mais je pense pas. Il y a réellement un vrai sujet DeFi, mais c'est pas la première fois que les exchanges voient un petit peu les parts de marché se rebalancer entre la CeFi et la DeFi. Si tu regardes aujourd'hui, il y a 4 ans ou 5 ans de ça, il y a un petit projet qui s'appelle Uniswap qui est venu un petit peu secouer les marchés du spot en général. Donc les opérateurs de la crypto centralisée, les Binance et Coinbase, sont très au courant de comment le marché va évoluer, ils le savent très bien, et je pense pas que ça soit une surprise pour eux de se dire tiens, il y a quelqu'un qui est en train de prendre des parts de marché. L'histoire, elle est écrite. Aujourd'hui, tu as à peu près 15% du marché mondial du spot qui se fait on-chain, via des Uniswap, des CowSwap, etc.
Aujourd'hui, en termes de perps, qui est le plus gros marché crypto au monde, le marché du perps, c'est 10 fois plus gros que le spot. Ouais. C'est un marché absolument critique et stratégique pour notre industrie en général. C'est exactement le même pattern que tu retrouves sur les marchés equity. Aujourd'hui, sur les marchés dérivés equity, c'est plus ou moins 10 fois plus gros que les marchés spot equity. Donc, ce n'est pas une surprise pour les acteurs. Donc, je ne pense pas que ça soit une volonté des acteurs centralisés de rabaisser, d'attaquer, parce qu'en fait, tout est tellement transparent aujourd'hui que ça serait une erreur. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui étudie ça on-chain, et chacun après tire ses conclusions. Les acteurs de la finance crypto-centralisée sont très au courant des évolutions du marché à venir. On le voit avec différentes choses. Aujourd'hui, tous les exchanges centralisés ont leur propre wallet, non-custodial. Tu vas le retrouver avec le Coinbase Wallet, tu vas le retrouver avec le Binance Wallet. On a fait un agreement avec le Binance Wallet il y a quelques semaines de ça chez DYDX. Tous les exchanges sont en train de construire leur chaîne. Donc on retrouve un petit peu des patterns où ils sont très très au courant et ça fait partie de leur stratégie. Si aujourd'hui tu as un acteur qui est sorti du bois d'un seul coup et qui fait un petit peu du bruit, je pense pas que ça soit une surprise pour eux, donc je pense pas qu'ils aient attaqué. Mais encore une fois, j'ai pas plus d'informations que ça. Ok. Et tu parlais de décentralisation de l'order book. Eux, pour le coup, Hyperliquid, ils ont leur order book décentralisé. Mais est-ce que ça amène pas aussi d'autres problématiques où tu peux avoir des attaques sandwich entre guillemets, où finalement, pour expliquer de façon assez simpliste, tu vas quelqu'un qui va mettre un ordre. Finalement, par exemple, je veux passer un ordre long. Finalement, quelqu'un va dans la même transaction faire passer un ordre par-dessus pour me faire en sorte que mon ordre d'achat soit plus haut que ce que j'aurais voulu. Est-ce qu'il n'y a pas ce type de possibilité à cause des order books centralisés, de donner trop de visibilité justement sur l'order book et d'avoir des manipulations de marché? D'un point de vue first principle, un order book open, c'est la seule façon pour la DeFi de se différencier de la CeFi en général. Oui, bien sûr. Quand tu ouvres complètement les systèmes, tu vas toujours avoir des attaques en permanence. Ce qui est important, c'est de mettre en place des systèmes sur ton protocole qui vont analyser ça et qui vont flaguer ou qui vont même bloquer ce type de comportement. Mais tu peux pas te dire, j'ai un risque, du coup, je vais devoir cacher un petit peu les choses. Pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Tu reviens sur un petit peu les architectures et les façons de travailler de l'espace centralisé. Qu'est-ce qui se passe sur l'order book Binance? J'en sais strictement rien. Personne ne le sait. Non. Qu'est-ce qui se passe sur l'order book Hyperliquid ou sur l'order book DYDX? Tout le monde le sait. Donc ça permet en fait à la DeFi de vraiment se différencier et de créer une proposition de valeur qui est extrêmement claire et qui leur permet encore une fois d'être vraiment clair sur leur identité. Est-ce que tu es CeFi ou DeFi? Et on le retrouve par exemple, on travaille énormément avec les gros market makers, des hedge funds qui sont sur des systèmes de trading automatisés avec énormément d'AI derrière, etc. et des algos. Et c'est une vraie valeur ajoutée, c'est une vraie différenciation. Quand tu es un trader hedge fund aujourd'hui, que tu trades chez Binance, tu reçois un petit peu de l'information, mais ça sort d'une boîte noire. Quand tu peux travailler sur des infrastructures DeFi dignes de ce nom comme DYDX, tu as en permanence une lecture de l'order book et tu vas pouvoir comprendre pourquoi un de tes counterparts sur l'order book, un de tes concurrents sur le marché, pourquoi il va toujours traiter avec peut-être 2, 3, 4, 5% de performance supérieure à la tienne et pouvoir améliorer ton jeu. Donc finalement, tu arrives à une plus grande efficacité du marché. Et une plus grande efficacité du marché, ça passe parfois par des situations où tu vas avoir un petit peu des attaques et tu vas avoir des systèmes qui vont dire « Ok, bad behavior, ça va être pénalisé ou ça va être cancellé », où tu vas constamment améliorer ton système pour t'assurer que tu continues à créer quelque chose qui est vraiment nouveau et qui apporte réellement de la valeur. Ok. Je voudrais revenir sur le concept de fee switch, donc l'idée de rémunérer en fait les stakers du token qui sécurisent le réseau et du coup ils sont incentivés avec une redistribution des frais générés. Et pourquoi selon toi dans la DeFi jusqu'à maintenant c'est quelque chose de pas commun? Est-ce que c'est pour des aspects vraiment uniquement réglementaires ou autre chose? Alors tu as un aspect réglementaire et tu as un aspect technique. Je dirais le premier bloqueur pour que les projets puissent mettre ça en place, c'est l'aspect technique. On a trouvé un petit peu des solutions peut-être, ou on est sur la route de trouver des solutions avec Uniswap. Uniswap suit un petit peu DYDX, ou en tout cas s'inspire, en créant sa propre chain également. Mais si tu construis... Sur Ethereum pour le coup, pas sur Cosmos. Voilà, mais après c'est des choix d'architecture et de technologie. Mais sur le concept et le principe, c'est très similaire. Si tu construis sur un layer 2 qui n'est pas le tien, ton token va toujours être un petit peu un satellite du projet. Donc,
à moins que tu construises ta propre chain, tu n'arrives pas à mettre en place un système qui te permet en fait de créer une value capture, de capturer de la valeur avec ton token, si tu n'es pas complètement maître de ton architecture. Et DYDX avec le Cosmos SDK et la DYDX Chain, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui en disant si tu es un token holder et que tu fais rien, il ne se passera rien pour toi. Par contre, si tu mets tes tokens au service et que tu fais un petit peu tu fournis un service de sécurité à la chaîne et le protocole va te compenser pour ces services-là en USDC. Okay. Mais ça, c'est un mix de compliance et d'analyse de compliance. Et la compliance, je dirais, l'environnement réglementaire a beaucoup changé, surtout sur les marchés américains. En tout cas, le sentiment qu'il est en train de changer. Mais c'est un mix des deux, entre je dirais des contraintes technologiques, mais également des contraintes réglementaires. Ok. Et toi, tu penses que tous les protocoles, Uniswap, AAV, Morpho, etc., vont se rediriger vers le fee switch et que ça va être vraiment game changer pour la DeFi? Je ne sais pas s'ils ont tous intérêt de le faire. Après, suivant leur système, quand tu es dans le lending ou quand tu es multi-chain, ça devient extrêmement compliqué parce qu'en fait, tu travailles énormément à en fait, être présent sur de multiples écosystèmes et comment tu vas créer un petit peu et réunir toute cette liquidité. Pour nous, chez DYDX, c'est possible pour nous parce qu'en fait, DYDX, c'est donc un protocole DeFi qui travaille les produits dérivés, les perps. Donc en fait, sur la chaîne DYDX, on a uniquement deux tokens. C'est très très simple. Le token DYDX et USDC. Quand tu es dans le lending, tu dois être présent là où les gens veulent un petit peu être. Donc c'est un petit peu, si tu prenais une analogie ou une illustration du monde réel, c'est un petit peu comme si tu étais banquier. Tu vas avoir besoin d'avoir des agences bancaires dans les différentes régions de France pour pouvoir faire des prêts aux entrepreneurs dans le nord de la France, aux entrepreneurs dans le sud. Tu vas devoir être présent partout où les gens ont besoin de toi. Mais par contre, si tu es la Bourse de Paris, tu as besoin d'avoir une très bonne infrastructure, mais en fait, tu vas être disponible via de la connectivité. Mais ta plus grande valeur ajoutée, c'est vraiment la liquidité et la capacité d'exécuter des ordres de façon super optimale. Et là, tu peux être un petit peu plus sur un endroit uniquement, comme la Bourse de Paris, qui est à quelques centaines de mètres. Maintenant, parlons peut-être de l'environnement macro. Alors, c'est vrai qu'au moment où on fait cette vidéo, on est, on va dire, aux alentours de mi-avril. La situation sur les marchés, elle est quand même assez particulière parce qu'on a juste pour l'instant une correction sur le SP500. Le Bitcoin, là, aux alentours des 79 000 $. Tu penses que toi qui est dans l'écosystème depuis le début, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, depuis la création, on va dire, de l'écosystème crypto, on a toujours eu une phase haussière sur le S&P. Pour l'instant, donc, on a juste une correction. Si ça se transforme en crack, ça sera une première phase, on va dire, pour l'écosystème crypto, même si on a eu le crack de 2020 quand même, crack Covid. On a eu beaucoup de crack, mais qui a été quand même très furtif, quoi. Alors que voilà, on n'a pas eu un crack similaire à 2008 encore sur l'écosystème crypto. Tu penses que ce serait quoi c'est quoi ta vision sur cet écosystème macro actuel? La crypto a évolué au cours des 10 dernières années de façon spectaculaire. Ça a commencé par un écosystème qui se regardait un petit peu et qui n'était pas tellement connecté avec le monde extérieur. Donc c'est là qu'on a pu en fait identifier des cycles de 4 ans, avec surtout qui étaient en général guidés par les cycles de halving de Bitcoin. Et en fait, avec l'industrie de la crypto, les crypto-assets en général, qui sont devenus des assets qui peuvent être investis par la finance traditionnelle, on a de plus en plus de corrélations en fait, avec la finance traditionnelle. Donc aujourd'hui, c'est un fait. Si la finance traditionnelle va mal, la crypto va mal. À la fin, la crypto, c'est un asset à haut risque. Donc, dans les portefeuilles des gros allocators, quand tu as de l'uncertainty, tu vas en fait laisser de côté les gros assets à risque et repartir te reconcentrer sur les assets classiques. Aujourd'hui, on a cette corrélation qui a grandi au fil des années pour la crypto en général avec la finance classique. Donc, on devient de plus en plus, je dirais, un petit peu lié à la macro en général. Ce qui est intéressant pour moi de voir ici, c'est que on va probablement voir un cycle. Alors ça, c'est mon avis aujourd'hui, c'est mon avis personnel et on verra bien dans quelques mois si j'ai raison. Mais je pense qu'en général, les pays, d'un point de vue macro, les pays sont aujourd'hui avec la situation des tarifs et un petit peu les directions que prend le monde aujourd'hui, les banques centrales ont une solution et une seule. C'est imprimer à nouveau et donner de la liquidité pour sauver leur marché financier, pour reconstruire leur supply chain, parce que les supply chains sont complètement chamboulés par ces tarifs, pour reconstruire un petit peu des capacités militaires, parce que les alliances du passé sont plus aussi sûres qu'avant. Donc il y a une solution pour les banques centrales, c'est d'imprimer. À mon avis, on est mi-avril, on a besoin de 90 jours à 120 jours
avant de commencer à avoir des banques centrales qui vont dire ok, on a vraiment des chiffres qui sont pas supportives, on a des vrais problèmes qu'on a vraiment analysés, on commence à sentir des tendances à la baisse sur plein de sujets critiques d'un point de vue macro, on réimprime. Et là, ça va commencer avec une banque centrale et toutes les autres banques vont derrière. Dès que tu réimprimes, tous les marchés en général à risque, ou les marchés technologiques et les marchés crypto repartent. Bah oui. Donc, personnellement, je fais le dos rond. Je garde ma conviction que j'ai depuis de nombreuses années sur le fait que les crypto-assets sont là et ont une vraie place dans la finance. Mais il faut pas attendre aujourd'hui une innovation en crypto qui va d'un seul coup relancer la crypto. Ouais, bien sûr. Ou en tout cas, je ne la sens pas aujourd'hui. Ouais. Dans les cycles précédents, à un moment, tu avais la vague ICO, tu as eu la vague NFT, tu as eu la vague... Il y a eu plein de vagues différentes. Aujourd'hui, le monde de la crypto, comme il est aujourd'hui, j'ai pas entendu, peut-être que toi, tu le sais, j'ai pas vu passer un sujet qui me fait dire ça va relancer toute l'industrie d'un seul coup. On est vraiment lié à la macro, et c'est les banques centrales qui, à mon avis, d'ici 90 à 120 jours, vont donner un petit peu le top départ pour un nouveau bull run, crypto et equity. Ouais, bah, c'est vrai que tu l'as dit, il y a eu des vagues ICO, NFT, après on peut dire même coin ou peu importe, mais c'est vrai que c'était des vagues sur des use cases très retail et j'ai quand même l'impression que l'écosystème va de plus en plus s'institutionnaliser et que du coup on va avoir moins des retail, des narratifs grand public qui vont justement générer des vagues de hausse, mais qu'on va être peut-être plus sur une hausse long terme et que les halvings vont peut-être avoir moins d'impact sur la croissance de l'écosystème aussi parce que les halvings font que maintenant la grande supply de Bitcoin est déjà en circulation et que finalement les nouveaux Bitcoin émis, on va dire, ont moins d'impact qu'avant. Donc pourquoi les halvings auraient autant d'impact sur les marchés ? Je pense qu'effectivement, ça y est, on n'aura plus cette cyclicité de 4 ans. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moins qu'avant. Je suis d'accord. Et par rapport à ce que tu disais sur la partie création de monnaie, on va dire, à horizon 90-120 jours, est-ce que c'est pas un peu la dernière fois, enfin la dernière partie avant vraiment que... Enfin, les États peuvent pas créer de façon illimitée, je pense, des liquidités sans conséquence. J'ai pas de boule de cristal, mais ça fait beaucoup de fois qu'on dit que c'est probablement la dernière fois et ça continue. Donc on verra un petit peu comment les économies vont se réorganiser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aux US qu'ils ont un vrai sujet sur lequel ils mettent de l'énergie, notamment avec Elon Musk, pour rationaliser un petit peu les États et les dépenses des États. Donc ça, je pense qu'on va retrouver un petit peu ces tendances-là dans le monde ailleurs, parce que c'est des vrais sujets sur lesquels il y a un vrai impact. Mais pour revenir un petit peu au cycle, et qu'est-ce qui pourrait un petit peu amplifier le fait que les banques centrales vont ramener la liquidité, donc le marché va repartir, je pense qu'il y a un sujet, c'est pas les meme coins, mais c'est les stablecoins qui vont en fait accélérer l'adoption du retail en général et qui vont probablement un petit peu, je dirais, amplifier cette action des banques centrales qui vont réimprimer. On retrouve de la visibilité en termes de régulation aux US sur les stablecoins. On retrouve des stablecoins qui arrivent dans multiples, sur plein de monnaies différentes. Et ça peut être un trigger pour faire venir beaucoup plus de nouveaux utilisateurs dans le monde de la crypto en général, parce que c'est un vrai sujet. Si on te dit ton euro peut être beaucoup plus mobile et beaucoup plus efficace, tu vas probablement passer sur de l'euro tokenisé, soit du CBDC, soit du stablecoin, c'est un autre sujet. Ouais. Mais je pense que le stablecoin est un sujet vraiment à surveiller. C'est en train d'exploser. Les régulateurs donnent de la clarté, donc les chiffres vont grimper. Il y a des gens qui parlent de stablecoin total market cap à 1 trilliard. Ouais. D'ici la fin de l'année, je pense que c'est un très gros chiffre. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on est à 300 milliards, penser que d'ici la fin de l'année on est à 500 milliards ou 700 milliards, ça me paraît pas complètement anodin, et ça va avoir un impact sur le monde de la crypto en général. Pas forcément sur des nouveaux sujets complètement expérimentaux et nouveaux comme les NFT ou les meme coins, mais des choses qui sont bien plus, je dirais, simples pour les gens et qui vont probablement convertir ma petite sœur ou ton oncle, qui vont se dire ah oui, ça y est, je fais de la crypto, peut-être sans m'en rendre compte. Ce que j'allais dire, avec le stablecoin. Ouais, bien sûr. Ce que j'allais dire, c'est que finalement, ça sera utilisé comme une technologie back-end, c'est-à-dire que les utilisateurs de stablecoin ne sauront même pas en fait qu'ils manipulent du stablecoin parce que leur interface bancaire ou peu importe les euros intégrés. En fait, juste les utilisateurs penseront qu'ils transfèrent du dollar. Mais en fait, voilà, derrière c'est du Circle, c'est du Tether, mais sans même qu'ils s'en rendent compte. Et d'ailleurs, je trouve ça assez fou, tu vois, qu'en 2025, on utilise encore des protocoles qui datent des années 80-90, comme SEPA, Swift, pour en faire des virements bancaires qui prennent plusieurs jours sans visibilité, avec des frais quand même assez conséquents. Alors qu'aujourd'hui, tu as une technologie qui permet de faire des transactions de quelques secondes de façon très peu chère et avec de la visibilité. Donc, tu
dis, bon, bah, il serait quand même temps de s'actualiser sur la technologie utilisée. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle génération d'argent qui est en train de se créer aujourd'hui, notamment via les stablecoins, qui sera visible par nos familles et nos cousins. Ouais. C'est ces stablecoins qui vont rendre le capital beaucoup plus efficace. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand tu as 1 euro sur ton compte bancaire, il fait 1 euro, il ne travaille pas, ou il travaille à strictement rien. Ou il travaille pour ta banque. Il y a même des pays où si tu le gardes sur ton compte en banque, tu perds de l'argent. Ouais. Taux négatif, ça existe. Il n'y a pas si longtemps que ça. Comme on l'a eu en 2021 d'ailleurs, hein, les banques facturaient la détention d'argent sur les banques. Ouais, sur les Absolument. Donc je pense que cette nouvelle chose avec les stablecoins, c'est vraiment une nouvelle génération d'argent qui va parler à du monde et qui va faire venir des millions de nouveaux utilisateurs sur les plateformes crypto en général. Et comme tu l'as dit juste avant, pas forcément en ayant toute la complexité qu'on a aujourd'hui avec un wallet, des private keys et compagnie, mais avec une expérience qui sera beaucoup plus simple. Ouais, bien sûr. Et ça ramène, c'est le grand principe de la capital efficiency. Et ça, je pense qu'il y a une opportunité pour créer des produits qui seront vraiment novateurs et qui vont accélérer encore, je dirais, la croissance du monde de la crypto en général, où ton argent ne va pas être simplement un véhicule pour transférer de la valeur, mais qui va être travaillé pendant que tu le déplaces d'un endroit à un autre, qui va te permettre de rembourser ton emprunt beaucoup plus rapidement, de façon dynamique, peut-être d'être payé à la journée de façon beaucoup plus simple, de pouvoir rembourser ton emprunt, non pas à la fin du mois, mais de rembourser tous les jours pendant le mois. Et au final, à la fin de ton emprunt, après 20 ans, bah, tu auras gagné 3 ou 4 ans parce qu'en fait, tu auras optimisé ces remboursements. Donc une nouvelle génération de finances, et c'est vraiment ça qui me tient à cœur et qui me fait travailler dans la crypto depuis de nombreuses années. C'est pas systématiquement les nouvelles choses et les nouvelles expérimentations, mais se dire comment on crée vraiment ce nouveau layer de finances internationales et comment on se différencie de ce qu'il y a aujourd'hui. Si on fait les mêmes choses que ce que les banques font un peu plus rapide, c'est pas assez. Ouais. Il faut vraiment penser et être beaucoup plus ambitieux et construire des choses qui vont vraiment créer de la valeur et qui seront complètement nouvelles. Et naturellement, le marché va venir vers ce type d'innovation. Donc, il faut être bold et opinié. Complètement. Tu penses quoi de cette dichotomie aujourd'hui entre BTC et les altcoins? Est-ce que c'est momentané ou ça va s'inscrire sur du long terme? La marque Bitcoin est très puissante. Tout le monde connaît Bitcoin aujourd'hui. On le voit sur les marchés. Dès le lancement des ETF Bitcoin, on a vu énormément d'argent qui est venu sur Bitcoin parce que c'était une façon pour eux d'investir beaucoup plus simplement. Sur les altcoins, c'est un petit peu des rotations. Je pense qu'on va retrouver cette rotation à un moment ou à un autre dans ce cycle ici. Une fois que Bitcoin aura un petit peu été assez haut, les gens ont commencé à réalloquer sur les altcoins. Mais Bitcoin, c'est le roi. Ouais. Là, on l'a vu sur ce cycle, il y a vraiment eu d'un côté Bitcoin, le roi, et de l'autre côté les altcoins qui n'ont pas eu leur phase encore. Peut-être que cette phase arrivera, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une vraie démarcation, séparation entre les deux. Bitcoin, c'est le roi, et Bitcoin, c'est la clarté. On sait exactement pourquoi Bitcoin existe aujourd'hui. Ouais. Le use case, il a un petit peu changé. Je pense qu'au lancement de Bitcoin, on pensait qu'on allait faire des paiements avec Bitcoin et qu'on allait payer et que ça allait remplacer complètement l'argent. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu le use case, c'est du digital gold. Et c'est très simple à comprendre. Ça existe depuis très longtemps. Bitcoin est décentralisé. C'est une value proposition qui est vraiment bien comprise. Une marque qui est très forte. C'est bien décentralisé, encore une fois, donc ça ramène de la confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut garder un petit peu et continuer à apprendre de ces assets, je dirais, historiques comme Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est aujourd'hui là? Parce qu'en fait, il a clarifié sa mission. Il a clarifié son identité. Il a fait grossir sa marque et son mindshare. Et il a également choisi un use case très précis. C'est une protection, un hedge contre l'inflation en général et les banques centrales qui impriment sans penser au lendemain. C'est clair. Donc, si on peut travailler si tu travailles aujourd'hui sur un altcoin project, c'est important d'avoir un petit peu, je dirais, cette vision au niveau de ton board ou au niveau du management en général, de se dire vraiment pourquoi on travaille. Et qu'est-ce qu'on veut créer comme valeur? Et si ce n'est pas une valeur immédiate, c'est une valeur sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Mais pour vraiment créer une nouvelle value proposition qui sera complètement différente de la traditional finance, c'est ces gens-là qui vont gagner. Si on est simplement pour venir au même niveau qu'eux, c'est pas assez. Ouais. Et les acteurs de la finance traditionnelle se battent également. Ils sont pas complètement inertes. Ils font leur propre innovation. Mais je pense que si tu veux gagner en DeFi, il faut être clair sur ton identité. Et il faut vraiment être très, très ambitieux et créer des vrais produits, de la vraie valeur. De la DeFi, ça ne doit pas être du Binance centralisé. De la DeFi, ça doit être des choses qui sont uniquement possibles en DeFi. Et c'est là que ça crée de la valeur. C'est quoi pour toi le futur de la DeFi? Est-ce que c'est la convergence du coup entre DeFi et la finance traditionnelle? C'est un peu un mix des deux?
Un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec mes équipes aujourd'hui, c'est la distribution. Ouais. Il y a une chose qu'on ne fait pas très bien en crypto, ça c'est mon opinion perso, ou en tout cas en DeFi, c'est de penser que tous les projets DeFi vont pouvoir acquérir par eux-mêmes tous leurs utilisateurs par million et que ça sera plus facile pour eux parce que c'est de la crypto. Et le Web 1, les entrepreneurs en Web 2, ils ont bien galéré. Faire de l'acquisition client, c'est compliqué pour les Web 2. Pourquoi ça serait simple en crypto? C'est pas simple, c'est très compliqué. Donc la distribution, c'est juste critique. Et encore une fois, tu reprends un petit peu les architectures de la finance traditionnelle. Pourquoi aujourd'hui, quand tu veux ouvrir un compte chez BlackRock, c'est pas possible? Parce que BlackRock a des distributeurs. Parce que c'est plus efficace pour eux, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, c'est gérer des grands fonds et des portefeuilles gigantesques. Donc on travaille beaucoup avec nos équipes aujourd'hui à la distribution. C'est super classique. Mais pour moi, c'est high impact. Et en fait, l'idée, c'est de rendre DYDX et ramener DYDX où les utilisateurs sont. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de wallets, c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de plateformes centralisées également, qui veulent offrir de plus en plus leurs produits. Et l'image que je donne à mes équipes, qui sert un petit peu à illustrer l'effort, aujourd'hui, si tu veux, on lance une marque de t-shirt ensemble, ici dans une rue parisienne, et on ouvre une boutique. On peut faire des maths très rapidement sur un bout de papier. On sait combien de personnes passent dans la rue par mois. On sait combien vont finalement acheter un t-shirt. On va définir un petit peu le plafond de chiffre d'affaires de notre boutique à Paris. On sait quel sera notre maximum. Par contre, si on prend une décision ensemble de se dire, OK, on a une boutique à Paris, mais on va jamais faire des millions avec ça parce qu'il n'y a pas assez de monde qui passe dans la rue. On va commencer à repenser à la distribution et on va mettre nos t-shirts sur Amazon. On va les placer chez Carrefour. Tu travailles ta distribution. Et d'un seul coup, tu as des chiffres qui s'envolent parce que tu as travaillé mieux ta distribution. Et je pense que c'est critique et c'est une direction que beaucoup prennent en crypto, de penser à la distribution, d'être first principle et de ramener nos produits là où ils sont. Une bonne illustration de ça, c'est un projet français qui est proche de notre cœur, c'est Morpho. Bien sûr. Morpho qui a lancé il y a quelques semaines de ça des intégrations avec Coinbase. Je pense qu'on va retrouver de plus en plus de choses comme ça. Où en fait, les gros acteurs de la finance traditionnelle ou les acteurs de la crypto centralisée vont en fait être un petit peu des distributeurs ou des points d'accès à la DeFi en général. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de sens. C'est first principle et c'est la distribution. Et la distribution, c'est comme ça que la DeFi va gagner en termes de part de marché et faire vraiment grossir les audiences et les volumes. Et d'un point de vue infrastructure, je pense que la DeFi va gagner. Mais d'un point de vue, je dirais un petit peu sur le chemin de la DeFi, il va y avoir une phase où on va ramener la DeFi là où les gens sont. Mais penser qu'on va réussir à faire migrer tous les utilisateurs de Binance ou tous les utilisateurs d'une banque traditionnelle vers la DeFi, je pense que c'est un petit peu naïf. Par contre, est-ce qu'en termes d'infrastructure mondiale, on va réussir à ramener plus de flow et ramener plus d'activité sur l'infrastructure DeFi? Ça, c'est une vraie stratégie. Et penser distribution, c'est comme ça que tu vas arriver à ça. Ouais, complètement d'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde l'aspect expérience utilisateur, les protocoles DeFi, en vrai, c'est un peu... Pour un utilisateur non aguerri, arriver sur un protocole DeFi, ça peut sembler quand même très barbare. Effectivement. C'est très barbare. Et on n'a pas fait beaucoup de progrès, très franchement. Ouais, vraiment. On en parle, c'est une conversation qui existe depuis des années. Bien sûr. Même déjà en 2021, c'était déjà les mêmes problèmes qui n'ont pas évolué parce que on part du principe que l'utilisateur va consulter, lire toute la doc du protocole et il doit se démerder. Mais en fait, non. Un utilisateur, il faut le prendre par la main et lui mâcher le travail et simplifier l'expérience comme tu pourrais avoir sur un Coinbase pour version débutant, enfin version pas avancée ou pro. Et complètement. Donc je suis assez d'accord de dire que finalement la distribution elle se fera sur des exchanges, sur des acteurs très grand public. Ce qui est important, c'est de laisser le choix aux gens. Absolument. Aujourd'hui, si tu veux aller directement chez DYDX et utiliser le front-end DYDX, tu seras libre de le faire. Si tu veux aller directement chez Curve pour faire du lending, tu seras libre de le faire. Mais si tu es occupé avec ta vie perso et que tu n'as pas le temps d'aller faire à droite et à gauche, que tu n'as pas envie d'apprendre comment on fait passer un bridge et compagnie, donnez le choix aux gens. Je pense que c'est une vraie stratégie, encore une fois, qui s'applique dans les business classiques. Si tu veux venir directement à la boutique, tu auras peut-être une collection spéciale de t-shirts. Mais si tu aimes bien la marque et que tu veux l'acheter sur Amazon demain, il faut donner le choix aux gens. Ouais, complètement d'accord. Merci Charles. Laissez le marché parler. Yes, laissez le marché parler. Merci beaucoup Charles, ce sera le mot de la fin. Merci à toi.